Oui. Bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir qu'on me demande de parler de la transmission, parce que c'est un livre que j'ai écrit avec Geneviève Delbos en 1984 qui s'appelle La transmission des savoirs. Et il est arrivé une fois qu'on m'ait demandé de reparler de ça, et c'était assez inattendu, c'était loin, puisqu'on m'a demandé, c'était l'UNESCO qui m'a demandé d'en parler, et de venir en parler à Nagoya, au Japon. Et ça se passait, je dirais, en 2004 ou quelque chose comme ça. Et depuis, non, on me demande de parler de la crise, des choses dont je parle maintenant. Mais je vais donc parler de cette transmission, de la transmission des savoirs, puisque c'est celle-là que nous étions intéressés en 1984. Et le problème s'était posé en fait de la manière suivante. J'avais donc rencontré Geneviève Delbos, qui était une sociologue de formation et qui s'était intéressée à deux métiers. C'était du côté de Mesquer, en Loire-Atlantique. Elle s'est intéressée aux ostréiculteurs, qui se trouvent là, et aux paludiers. Mais les paludiers, à l'époque, on était donc en 1977, le métier du sel était un métier qui était entièrement en train de disparaître. Ça n'existait pratiquement plus. Les gens qui le pratiquaient, c'était dans le bassin de Guérande, Mesquer, Acérat. Il y avait peut-être une demi-douzaine de personnes qui faisaient encore ce métier du sel. Pourquoi est-ce que ce métier était en train de disparaître? Eh bien, vous le savez sans doute, c'est un métier qui dépend énormément de la qualité du temps qu'il fait, et il suffit souvent d'une série de mauvaises années, disons, je ne sais pas, 5 années de mauvais temps durant l'été, où on ne fait pas de sel ou très peu de sel, et on est éliminé, on est obligé d'aller travailler sur autre chose. Mais le métier, en fait, avait été handicapé de manière majeure par les années 30, qui avaient été des années relativement froides et des années avec des mauvais étés. Et le sel dans le bassin Guérande avait pratiquement disparu. C'était reparti un petit peu par des gens qui faisaient ça par habitude. Et on s'est trouvé donc en 1977, autour de ces années-là, avec un problème. C'était qu'on avait un milieu qui était extrêmement particulier, ce milieu des marais salants dans cet endroit-là. Donc c'est l'arrière-pays de la Baule, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et donc on avait un environnement qui avait été façonné, l'origine, comme vous le savez, c'est bien entendu l'époque romaine, où on avait commencé cette activité. Mais ce que nous savons, la mémoire remonte en fait essentiellement au XVIIe, XVIIIe siècle, quand ce métier avait redémarré probablement à cette époque-là. Vous savez que le Moyen-Âge avait été une période on l'appelle parfois la petite époque glaciaire. C'est certainement pas à cette époque-là qu'on aurait pu faire du sel à Guérande. Et donc on se trouve dans une situation avec on a un milieu extrêmement délicat, parce qu'il a été façonné de manière bien particulière par le travail des hommes et des femmes. Et il faut le protéger. C'est une vasière, c'est une frayère extraordinaire. Une frayère, je le savais peut-être, c'est un endroit où les poissons viennent en général, il y a pas mal d'espèces marines qui déposent leurs œufs dans des milieux saumâtres, c'est-à-dire où l'eau n'a pas la concentration de l'eau de mer. Et donc des endroits comme les marais, et en particulier ces réserves d'eau qui sont constituées pour faire le métier du sel, ce sont des endroits où il y a une énorme activité biologique qui a lieu. Les poissons frais, les petits œufs, les petites larves apparaissent à ces endroits-là et se rendent les alevins dans le cas des poissons. Quand je dis larves, je pense à d'autres espèces. Et c'est un milieu extrêmement riche qu'il faut protéger. Il y a évidemment beaucoup d'oiseaux parce qu'il y a beaucoup de petits poissons. C'est un endroit de grande biodiversité. Et donc dans ces années, le milieu des années 70, on se dit,
il n'y a qu'une possibilité, il faut transformer cet endroit-là en réserve naturelle, puisqu'il n'est plus utilisé. On va nommer des fonctionnaires pour s'occuper de ce milieu-là, pour qu'il ne se dégrade pas, parce que ce serait une catastrophe d'ordre écologique. Et on fait les calculs, et on s'aperçoit que ça coûterait extrêmement cher d'entretenir un milieu comme ce milieu-là des marais salants sans l'exploiter de manière salicole pour produire du sel. Alors on fait un autre calcul, on se dit est-ce que ça coûterait pas moins cher de faire revenir des paludiers? Et ça coûtait moins cher. Et on était dans une situation bien particulière, c'était la fin des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Il y avait donc une génération de fils et de filles de gens qui avaient travaillé dans les chantiers et pour lesquels il fallait trouver du travail. Le problème ne date pas d'hier de trouver du travail pour les jeunes. Et on s'est dit on va faire une école. Et cette école fonctionne toujours. J'ai un de mes fils est passé par là, où il a trouvé sa compagne aussi, qui venait elle aussi apprendre ce métier. Et on va faire une école. Et on va enseigner le travail du marais. Et alors là, c'est là que la question de la transmission du savoir s'est posée. On ne trouvait pas de gens qui pourraient venir expliquer comment il faut faire du sel. On a trouvé qu'il y avait ces quelques vieux, ces anciens qui connaissaient le métier. Alors on a envoyé des jeunes qui voulaient apprendre le métier du sel, et ces jeunes faisaient toujours la même remarque: les vieux ne parlent pas, ils ne disent rien. Quand on leur pose une question, ils disent travail, ils ne répondent pas, ils n'ont pas, c'était pas formulé de cette manière-là, mais c'est comme ça que nous l'avons entendu, Geneviève et moi, il n'y avait pas de représentation conceptuelle du travail du sel. C'est un travail qu'on savait faire ou on ne savait pas faire, mais on n'avait pas de discours, il n'y avait pas de narration, il n'y avait pas de théorie autour du métier du sel. Alors comment faire pour réapprendre le métier? Eh bien, on pouvait envoyer donc des jeunes travailler avec les anciens, mais ces jeunes étaient extrêmement frustrés pour la raison que je viens de dire. Les vieux n'expliquent rien, ils te disent « travail ». Et pourquoi est-ce que ça se passait de cette manière-là? C'est parce que dans le recrutement ancien, le problème ne se posait pas. C'est un métier qu'on faisait en famille, et les enfants apprenaient ce métier petit à petit, de le voir faire, sans devoir, à la limite, jamais poser de questions, parce qu'on les mêlait de plus en plus à ce métier progressivement, de manière progressive. Par exemple, quand les parents étaient occupés sur la saline, eh bien on délimitait un petit espace pour les enfants tout petits, où ils allaient pouvoir mimer à leur manière de faire un marais. On allait faire un petit barrage, il y aurait de l'eau qui entrerait, etc. Et ils s'occuperaient de cette manière-là. Et quand les enfants grandissaient, on les faisait intervenir de plus en plus dans une logique, c'est un terme qui a été trouvé par Geneviève, elle a dit on passe du supplément au complément. C'est-à-dire que de temps en temps, on demande aux enfants relativement grands, je ne sais pas, quand ils ont 8-9 ans, etc., est-ce que tu peux faire ceci ou cela? Et les enfants l'ayant dû faire, le font. Mais c'est un supplément au sens où ce n'est pas nécessaire qu'ils le fassent. On n'a pas besoin d'eux pour le faire. Et quand ils deviennent un peu plus grands, à ce moment-là, on passe à une logique du complément, c'est-à-dire qu'on commence à leur demander, comme à la ferme, de faire des choses parce que, parce que on a besoin de ce travail supplémentaire. Par exemple, il n'y a personne pour le moment pour s'occuper du tracteur, toi tu es là, eh bien prends le tracteur et ramène-le à la ferme, etc. C'est-à-dire commence à intervenir pour faire des tâches qui doivent être faites et pour lesquelles un adulte ne se trouve pas présent à ce moment-là. Et ensuite, petit à petit, évidemment, on s'intègre de plus en plus à ces métiers parce qu'on vous demande de faire des choses de plus en plus par rapport à la logique de ce qui se passe, au point qu'il vient le moment où on vous demande par exemple de remplacer un adulte qui ne sera pas là parce que l'adulte doit aller à la ville pour aller chez le médecin ou un truc comme ça. À ce moment-là, l'adolescent le fait et il intervient de plus en plus dans ce métier, sans que jamais il y ait eu un discours, une transmission du savoir qui ait été systématique et dont on pourrait dire, voilà, il y a un processus de transmission qui est en train de se passer.
Et alors une chose qui nous avait intéressé, c'était, nous parlions avec certains de ces jeunes, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns, on leur posait des questions, et puis au moment où l'école s'est quand même mise en place, et comme il n'y avait pas beaucoup de professeurs pour enseigner ce métier, on a demandé à Geneviève, qui était en train de faire ce travail d'interview, d'entretien avec des vieux, si elle ne pouvait pas venir et commencer à transmettre ce qu'elle avait compris de ce que les vieux disaient sur ce métier. On parlait donc avec ces jeunes de la manière dont ça se passait. Et j'ai déjà mentionné cette frustration d'absence de discours, d'absence de conceptualisation. Mais il y a le moment le plus intéressant, je dirais le moment le plus révélateur, c'est le suivant. C'est le moment où les adultes ne demandent plus à un jeune d'intervenir de manière ponctuelle pour faire un remplacement, quelque chose de cet ordre-là. C'est le moment où les adultes lui disent « fais-le, tu vas le faire tout seul ». Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe toujours, c'est le jeune qui se retourne vers les adultes et dit « mais moi je ne sais pas encore le faire ». Et les adultes lui disent « si, maintenant tu sais le faire ». Et il y a cette surprise, il y a cette, comment dire, cette espèce de sentiment de malentendu, en disant « mais non, je ne sais pas encore ». Et l'adulte lui dit « en fait, c'est pas conceptualisé comme ça, c'est pas dit dans ces termes-là, en fait, maintenant tu sais, parce qu'il n'y a rien d'autre à savoir ». Et la question qui se posait à nous, c'était pourquoi est-ce que c'est si difficile, pourquoi est-ce que cette conceptualisation n'a pas lieu? Pourquoi est-ce que celui qui fait ce métier pendant des années, pourquoi est-ce qu'il n'a pas une représentation, je dirais, sous forme d'un discours qui peut être tenu en disant dans ce type de circonstances on fait ceci, dans tel autre on fait cela, etc. La question se posait à nous, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas? Et la réponse, elle nous est apparue de manière un petit peu indirecte. Parce qu'il est venu à cette époque-là aussi, la fin des années 70, milieu des années 70, il est venu un certain nombre de scientifiques, parce que les scientifiques ont commencé à s'intéresser à cette activité-là, et ils ont introduit, par exemple, parmi d'autres choses, par exemple une réflexion de type météorologie, on a introduit le pèse-sel. Et le pèse-sel, en fait, c'est un densimètre, c'est un instrument physique qui permet de voir la concentration de l'eau en sel dissous. Et les scientifiques sont arrivés en disant, écoutez, au paludier, votre métier va se simplifier de manière dramatique parce que maintenant nous vous donnons l'instrument qui vous dira s'il y a assez de sel dissous dans l'eau pour que le sel s'évapore en 1 heure, en 2 heures, à partir de là, etc. Et là, la réaction des paludiers, qui étaient toujours en pratique, a été tout à fait remarquable et nous a fait comprendre de quoi il s'agissait, en disant ce pèse-sel, ça ne sert absolument à rien. Bon, quelques-uns l'ont utilisé et au bout de quelques temps, en disant ça ne sert absolument à rien. Pourquoi est-ce que ça ne sert absolument à rien alors qu'en fait, dans la représentation du scientifique, c'était ça l'instrument qui allait permettre de comprendre? Eh bien, c'est parce que les circonstances, les situations particulières d'un marais salant font que, effectivement, le paludier a raison. La question n'est pas de savoir quelle est la concentration en sel de l'eau à un moment précis. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'au moment où on a commencé à discuter de ça, il m'est venu à moi, qui avait appris la pêche à l'île de Watt quelques années auparavant, il m'est revenu à moi aussi des tas d'exemples de ce type-là. Par exemple, je suis allé à des réunions entre pêcheurs et scientifiques, et les scientifiques vous disent aux pêcheurs, écoutez, nous on sait bien ce que c'est un homard, on va vous expliquer ce que c'est Pagurus pagurus, etc., le terme latin, on va vous expliquer comment ça marche le homard, et ça va vous aider dans votre métier de pêcheur de homard. Et même réaction qu'avec le pèse-sel, vous voyez, un pêcheur qui levait les bras au ciel en disant, mais ça, tout ça ne présente aucun intérêt. Vous nous dites, vous, scientifiques, qu'il n'y a qu'une espèce de homard, mais il y a 2 espèces de homards, il y a les coureurs et les grottiers. Bon, alors, les coureurs, ce sont des homards qui sont bleu clair, ce sont des homards qui sont en déplacement permanent. Les grottiers, ils sont beaucoup plus gros, ils sont noirs, ils vivent dans une grotte, et les coureurs, on les pêche avec une filière de 40 casiers, de 40 pièges, de 40 trappes. Alors que les grottiers, on les pêche avec un casier à la fois. Bon.
Et c'est là que les scientifiques levaient les bras aussi. On a dit, mais non, qu'il n'y avait qu'une seule espèce de homard, vous nous racontez des fadaises, etc. Et le pêcheur disait, mais non, un tel, il gagne sa vie comme pêcheur de grottier, et tel autre, il gagne sa vie comme pêcheur de coureur. Voilà. Alors, quelle était la réalité? J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, comment réconcilier ces deux mondes? Du point de vue biologique, probablement génétique, les biologistes avaient raison, mais si les pêcheurs s'étaient convaincus de l'idée qu'il n'y avait qu'une seule espèce de homard, alors que pour devenir un bon pêcheur de homard, il fallait se spécialiser dans une des deux activités, de grottier et de coureur. Raphaël, c'était un spécialiste des coureurs, je m'en souviens encore. Jean-Michel, c'était un spécialiste des grottiers, qui faisaient tous les deux un bon métier. S'ils s'étaient dit, il n'y a qu'une espèce de homard et on va tous les pêcher de la même manière, eh bien, ils n'auraient pas pu gagner leur vie comme ils le faisaient. Qu'est-ce qui se passait? C'était que du point de vue du pêcheur, tout se passait comme si leur représentation était la représentation exacte. Alors, comme je dis, j'ai réfléchi un petit peu. Il est possible que l'explication soit la suivante, c'est qu'on sait que pour des animaux territoriaux, par exemple, comme certaines espèces de poissons, il peut y avoir deux types d'attitudes. Par exemple, les saumons, les tacons, les jeunes saumons dans une rivière. Eh bien, il y a deux attitudes possibles pour ces jeunes saumons, soit de se poster dans un petit tourbillon d'eau où ils vont capter ce qui passera à leur portée et ils mangeront de cette manière-là, soit de se déplacer en banc. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'explication est vraie, que dans le cas des homards, il y avait deux comportements de la même manière qu'on les observe chez les jeunes saumons, mais c'est une possibilité. Et en tout cas, le scientifique expliquant qu'il n'y a qu'une seule espèce et qu'il faut la traiter comme une seule espèce et que le comportement doit être le même, en tout cas, quelque chose lui échappait qui ne rendait pas, qui le ridiculisait. En fait, le discours du scientifique le ridiculisait par rapport au pêcheur, parce que le pêcheur se disait, il y a quelque chose que le scientifique ne comprend pas. Même chose dans le cas des paludiers, saliculteurs. Ce discours du pêche-sel vous expliquant qu'il allait vous dire quand le sel allait se former, ce n'est pas un discours adapté. Et pourquoi? Parce que quand vous parlez à des paludiers, quand vous regardez comment ils font, vous apercevez que par exemple ils ont des lotis. Des lotis, ce sont donc des séries de ces œillets qui sont ces surfaces de chauffe. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement d'un marais, ça se passe de la manière suivante. On stocke de l'eau de mer à la marée haute, en général aux grosses marées hautes, on stocke dans une vasière, c'est-à-dire une réserve d'eau, et par un labyrinthe de surfaces de chauffe, comme on dit, de rigoles et de surfaces plus grandes, comme des étiers, j'oublie maintenant le nom de... Enfin, il y a un terme technique qui m'échappe, mais ça n'a pas d'importance. L'eau va devenir de plus en plus concentrée, elle va arriver dans ce qu'on appelle le cœur du marais, c'est-à-dire donc l'endroit où les surfaces de chauffe sont là, et là, il faut qu'on arrive à une concentration très élevée pour que le sel, vous savez sans doute, dans les marais salants qu'on a ici en Loire-Atlantique, l'eau ne s'évapore pas entièrement. Le sel se précipite sur le fond et il y a deux processus. Il y a une partie du sel qui va aller surnager en surface de l'eau, qu'on appelle la fleur de sel, et qui est de texture extrêmement fine, et il y a du gros sel qui va précipiter sur le fond et qu'on va les racler avec le lait pour le ramener sur les petits barrages en argile qui sont là. Et quand vous travaillez ou quand vous voyez faire un paludier, il va vous expliquer que le comportement de chacun de ces œillets, qui fait, je m'en souvenir, c'est 8 mètres sur 8 mètres, que le comportement de chacun de ces petits carrés dans l'exploitation qu'il a, que le comportement de chacun est différent. Qu'il est différent et qu'il faut les connaître, il faut les apprendre un à un. Et alors il y a des drames dont on parle, de celui dont le père, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais qui n'avait pas pu prendre le marais de son père, qui avait dû prendre le marais de son beau-père, et qui s'est retrouvé avec tous ces œillets auxquels il ne comprenait rien, parce qu'il était entré dans cette autre exploitation, non pas par un long processus d'apprentissage entre l'âge de 6 ans et l'âge de 18 ans, où on lui dit, voilà, tu connais le marais, maintenant c'est toi qui sais le faire,
il découvrait ce marais auquel il ne comprenait rien. Alors que pour nous, et par avion, tout ça semble exactement la même chose, chacun de ces œillets semble identique. Mais non, dans certains, il va y avoir des algues de tel type, des diatomées de tel type qui vont apparaître chaque année, dans les autres pas. Et tout ça, c'est une question, c'est parce que c'est un milieu extrêmement délicat en réalité. C'est parce qu'il y a des tourbillons de vent qui vont se faire en fonction des levées de terre qui sont là ou là. Le fait qu'un œillet se trouve à l'entrée ou se trouve à la sortie, le fait qu'il est exposé plutôt au vent d'est ou plutôt au vent du sud, etc. etc. C'est un milieu qui est à ce point particulier qu'on comprend finalement pourquoi un savoir n'est pas possible au sens d'être purement et simplement transmis. En disant, voilà, quand vous avez votre œillet, vous faites ceci ou cela. Non, dans la réalité est trop subtile par rapport à ça, au point que, quand justement un marais est transmis, non pas d'un père à son fils, mais d'un beau-père à son fils, ce beau-fils qui en fait, dans l'histoire que je raconte, appartenait à ce milieu, mais qui se trouve avec un marais qu'il ne connaît pas, qui est un marais différent de ce qu'il aurait pu, de celui où lui avait grandi et qu'il connaissait par cœur. Alors, on comprend la difficulté qui était celle d'instaurer un savoir de ce type-là. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un problème qui se rencontre dans beaucoup en fait, d'apprentissage professionnel, où il y a les choses qu'on peut apprendre sur un banc d'école parce qu'elles peuvent être conceptualisées et être expliquées sous une forme